Bonjour et bienvenue à votre édition hebdomadaire de cette semaine de Dans Dautré, édition du 22 février 2026. Aujourd'hui, on vous parle de différents sujets. Entre autres, il y a eu une consultation publique de la part de Alto. Qu'est-ce que Alto? C'est le projet de TGV, donc terrain à grande vitesse, qui passerait ici dans notre secteur. Donc, il y a eu de la consultation publique, donc des gens ont pu aller rencontrer la compagnie pour voir qu'est-ce qu'ils proposaient. Et aussi, il y a eu des manifestations de la part de l'UPA qui réclament plus de transparence et faire attention à nos fameuses terres agricoles. Il y a eu aussi une séance extraordinaire à Lanoraie, donc on vous présente des extraits de cette courte séance et une rencontre avec Martin Sans Regret. Martin Sans Regret est un nouvel auteur qui a créé un livre qui parle de bienveillance et de bienveillance. Nous vous présentons un premier extrait de cette entrevue qui parle du parcours de Martin au fil des années. On espère que vous avez apprécié notre semaine avec nos bulletins de nouvelles que nous vous présentons à tous les jours à compter de 18h. Et on vous rappelle justement de revenir nous voir la semaine prochaine pour d'autres informations. Sur ce, bonne écoute. On est ici aujourd'hui pour réaffirmer clairement notre position de la Fédération. Le projet de TGV d'Alto, tel que présenté, est une menace grave et inacceptable pour nos terres, nos entreprises puis l'intégrité de notre territoire. On veut nous imposer un projet à toute vitesse, comme si l'avenir de nos femmes, notre sécurité, pouvait se jouer en 2 temps, 3 mouvements. L'an passé, on n'entendait pas parler de rien. On a commencé à avoir un écho de ça en novembre 2025. Puis là, c'est incontournable. Il faut que le projet se fasse selon leur dire. On veut nous imposer un projet à toute vitesse comme l'avenir de nos femmes, notre sécurité pouvait se jouer en 2 temps. On ne marquera pas là-dedans les yeux fermés. Dans la revue du 6 février, Alto laisse entendre que les communications sont en cours avec l'UPA. Soyons clairs. Nous leur avons toujours exprimé notre opposition. C'est vrai qu'on s'est parlé, mais on les a jamais félicités. Au contraire, on les trouve, je ne dirai pas le mot. Ce que nous voyons aujourd'hui rappelle heureusement ce que les familles de Mirabel ont vécu. C'est un peu l'histoire qui se répète. Des terres coupées, abandonnées, des producteurs dépossédés. Ce traumatisme collectif, nous l'avons encore en mémoire. Et nous avons la responsabilité de tout faire pour éviter qu'il se répète. Aussi, pendant que nos producteurs attendent parfois des mois pour des dossiers de la CPTAQ. Vous savez, la CPTAQ, ça vient souvent, premièrement, une recommandation du syndicat de base, après ça de la Fédération. On travaille beaucoup pour protéger notre territoire agricole. Puis Alto arrive avec un projet du fédéral qui passe par-dessus tout ça. Puis la CPTAQ n'a aucun pouvoir. Et comment imaginer que la CPTAQ pourrait accepter un projet qui déchirerait nos terres, alors qu'une alternative existe? Le train à grande vitesse, TGF, moins coûteux, moins risqué et beaucoup moins accaparant. Parce que le train qu'on nous parle, il ne peut pas revirer, il faut qu'il ait le droit tout le temps. Ça fait que ça fait beaucoup de dommages. On est loin du projet de moindre impact, comme je vous dis. Rappelons-le, il y a seulement 2 % du territoire qui est propice à l'agriculture. 2 % exact, seulement. Puis si on regarde, on ne sait pas exactement où est-ce que ça passe, mais ça passe à bien des places dans les meilleures terres du Québec, il faut le dire. Nous ne sommes pas contre le progrès, nous ne sommes pas contre le développement. Nous sommes contre les décisions prises trop vite au détriment de l'agriculture. L'agriculture n'est pas là en attendant de faire d'autres choses. Aujourd'hui, nous demandons au gouvernement de ralentir le train, de reprendre le contrôle du processus et surtout de protéger notre territoire agricole au cœur de notre identité et de notre avenir. Sur ce, je vous dis merci. Mon nom, c'est René Forêt, puis je suis le vice-président des producteurs agricoles du secteur Autré. Moi, je vais vous faire une confidence. Moi, dans les dernières semaines, j'ai eu à avoir des examens à l'hôpital, des examens pour des tests de sommeil. Puis j'ai rencontré, ça donne bien la semaine passée, mon docteur qui m'a posé des questions. As-tu des problèmes de sommeil? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir?
Puis là, elle me demandait, c'est-tu parce que tu as des problèmes d'insomnie? Ben, j'ai dit, ben oui, tu dois bien avoir vu dans mon dossier que moi, je suis un producteur agricole. Puis là, elle a quasiment parti à rire. Elle a dit, ouais, vous autres, ça doit arriver souvent. J'ai dit oui. Mais elle m'a donné une feuille qu'elle m'a dit, en me donnant, elle dit, va voir sur Internet. Puis c'est un programme d'hygiène de sommeil. Puis je suis allé lire ça. Il y a un paragraphe important qui nous dit de prendre des grandes respirations pour nous oxygéner le cerveau. Bien, moi, je pense qu'il y a certains de nos leaders politiques qui en manquent d'oxygène pour oxygéner le cerveau en ce moment. Je dis, nous autres, là, on a l'impression de revivre le jour de la marmotte, le milieu agricole. Puis surtout, on est en train de vivre encore le même cauchemar. D'après quoi? Avec le Parti libéral, puis en plus encore avec la famille Trudeau. Il y a 50 ans passés, là, on a eu le père qui est arrivé sur notre territoire, qui nous a expropriés. Puis aujourd'hui, 50 ans plus tard, le rêve du fils, c'est de se promener en train d'Ottawa aller jusqu'à Québec. Mais le problème là-dedans, là, si on regarde ça froidement, on a 98 % de notre territoire qui est non cultivé. Ça, on appelle ça de la zone blanche. Puis en plus, dans cette zone blanche-là, on a du territoire public. C'est quoi la calisse d'entêtement de tout le temps venir nous empiéter sur le milieu agricole? Parce que la réalité, comme notre président nous en a parlé tantôt, là, on a 2 % du territoire qu'on peut cultiver. Mais ça, là, pour mettre dans l'imagination des gens, là, le 2 % là, c'est notre frigidaire collectivement. Mais qu'est-ce qu'on fait avec notre frigidaire quand il est brisé puis quand il est fini? Bien, on se dépêche. Moi, je vais le dire dans mes langages. On se m'ouvre le cul à aller en acheter un autre. Mais nous autres, on n'a pas ça, ce luxe-là, les producteurs agricoles, d'aller s'acheter d'autres terres. Parce que dans la réalité, depuis 20, 30, 40 ans, là, savez-vous ce qu'on fait depuis les 20 dernières, les 30, les 40 dernières années? On met de l'asphalte puis du béton dans notre frigidaire. Puis là, ensuite, on se surprend, puis nos leaders politiques se demandent comment ça se fait qu'on a des problèmes, comment ça se fait que le prix des terres agricoles monte, comment ça se fait que nos coûts de production montent, puis ensuite, on se demande comment ça se fait que la relève agricole a de la misère. Bien, je m'excuse, là, parce que la finalité de ça, là, on se retrouve que c'est le panier d'épicerie qui est impacté. Fait que quand les leaders politiques ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe, bien, c'est le choix qu'ils font qui viennent nous impacter collectivement. Puis aussi, là, nous autres, dans la région, ici, d'Autrey, là, dans le secteur qu'on part de Lavaltrie, Lanoret jusqu'à Berthier, on est longé par le nord, par la gang de Saint-Thomas, de Saint-Paul puis de l'Assomption. Ça, c'est un secteur névralgique où on a 10 000 acres en fruits et légumes. Puis nous autres, notre axe majeur, là, c'est les tourbières de Lanoret qui viennent nous alimenter. Là, on parle qu'on va nous passer dans nos tourbières, nous couper l'eau pour qu'ils viennent donner l'accès aux producteurs pour irriguer leur production. Moi, je trouve ça une vraie honte. Là, on parle d'une raille qui va couper le territoire en deux. Puis là, en plus, là, on coupe ça en deux, on met une clôture chaque bord sans aucun pouvoir de communication. Selon l'aveu même là, du groupe Alto, là, ils nous ont fait peur, là. Puis je l'ai entendu dans certaines conférences, on parle de 700 routes qui vont être coupées. Mais si on fait un calcul plus direct, ça veut dire qu'on aurait besoin de 700 viaducs. Présentement, là, moi, il y a 4 ans passés, là, la gang de l'UPA, on a rencontré le ministère des Transports pour faire un viaduc. Là, celui à Lavaltrie, exactement, pour le tronçon de l'autoroute 30, puis l'autoroute 31, puis l'autoroute 40. Ils nous disaient, il y a 4 ans, qu'il n'y avait pas de l'argent pour faire un viaduc. Puis là, c'est un axe important. Là, on va dire à tout l'ensemble du Québec qu'on a 700 viaducs à faire. Puis en plus, qu'est-ce qui est le plus insultant qu'on les rencontre? Ils nous viennent nous dire, nous, on n'a pas eu le mandat du fédéral de raccorder les routes. Ça veut dire on passe la rail puis on crisse des cul-de-sac chaque bord. Ça, la problématique, là, c'est facile d'en parler. Mais ça, quand on vient dire une municipalité, qu'est-ce qu'on va faire avec tous les problèmes de détours qu'on va avoir sur nos routes, des 10, des 20, des 30 km? Ensuite, on a tous nos services d'urgence, les pompiers, les ambulanciers. Tu sais, on a une norme au Québec là, du 5 minutes là, qu'on doit se rendre le plus rapidement. Là. On va faire quoi? Ensuite, on a tous nos transports scolaires, puis on va ensuite, là, les derniers, nous autres, qu'on est tout le temps les derniers quand on nous parle, ça va être la machinerie agricole. On va-tu nous donner le droit d'embarquer ces autoroutes? Calvaire, moi, là, cette petite crise de niaisage-là, nous promettent là, que c'est un projet là, pour l'ensemble de la société. Bien, je me demande pour qui. Je pense que c'est pour quelques leaders politiques qui vont se promener sur le continent puis sur la planète, qui vont faire des conférences puis ils vont se péter les bretelles pour eux autres se faire du capital politique. Parce que quand je me fais dire par mes leaders, là, en fin de compte, on est le seul pays du G7 qui n'a pas de TGV. Ouais, mais le problème, moi, là, quand on me dit que ça va coûter 100 milliards, pas 1, pas 10, 100 milliards. C'est drôle, depuis quelques années, là,
C'est où nos plus gros enjeux de circulation dans la province? Moi, quand je m'en vais vers Montréal, là, puis je jase avec tous les transporteurs à grandeur du Canada, moi, je suis un producteur de pommes de terre. On parle à différents transporteurs de n'importe quelle province. L'enjeu premier sur le transport, c'est où? Montréal. Ils nous disent toute la même affaire. Ça nous fait chier passer à cette place-là. Mais c'est drôle, on nous a promis depuis des années qu'on allait avoir des voies de contournement. La 640 allait être continue. Puis même là, avec un 100 milliards, ça fait des années qu'on écœure la région de Québec, on leur parle d'un pont, puis on met d'un tramway. Je pense qu'avec le 100 milliards, on serait tous capables de faire ça. On parle beaucoup de la rapidité, de la modernité, de la technologie, mais on oublie aussi de parler que le TGV va avoir une très grande consommation énergétique. La consommation d'un TGV, selon un reportage de Radio-Canada, dit que ça prend entre 1 et 3 % de la consommation, de la capacité des réseaux du Québec et de l'Ontario. Entre 1 et 3 %. Ça veut dire que cette consommation-là, va falloir en faire encore plus pour survenir aux besoins de tout le monde au Québec et en Ontario. Les réseaux frôlent déjà la saturation. On nous demande souvent de réduire nos consommations. On nous dit de faire attention, mais pour le TGV, il n'y en a pas de problème. Là, il faut produire plus d'énergie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, ça parle déjà d'installer des éoliennes. Ça parle déjà d'installer des panneaux solaires. Les panneaux solaires, les éoliennes, on les met où? On les met encore en terre agricole. Encore le secteur agricole qui va être impacté pour ça. Ça veut dire que ça va encore menacer le milieu agricole. Est-ce que, comme René vous a dit et mes autres confrères, ça va couper nos terres agricoles en deux? Est-ce que ça veut dire que les lieux les moins propices, ça va être ce qui va être pris entre une autoroute et le TGV parce que ça va être difficile d'accès? Mais pourtant, c'est des terres qui sont présentement cultivées. Le TGV va laisser une cicatrice sur des milliers d'hectares. Des milliers. Pas un ou deux, des milliers. Des milliers de notre garde-manger que René a dit qu'on aura pu pour nourrir les gens. Ça va bloquer des parcelles, ça va isoler des gens, ça va isoler des villages, ça va couper des villages en deux. C'est une vraie catastrophe qui nous guette. Le plus important aussi, c'est qu'il y a le côté humain. Depuis l'annonce du projet, René a dû voir son médecin pour le stress, mais il n'est pas le seul qui va voir son médecin pour le stress. Du stress, on en a toujours, on est capable de dealer avec la température, on s'arrange. Mais le stress de ça, de voir nos fermes fractionnées, que des relèves ou que des producteurs, depuis des générations, produisent, puis que là, ils vont probablement faire faillite parce qu'ils n'auront plus accès à l'autre partie de leur champ, de leur terre. Les personnes qui louent des terres pour faire des petits fruits, qu'eux ne seront pas compensés, ils n'auront rien. Eux vont être voués à la faillite. Ça, le groupe Alto en a jamais parlé. Ils vivent dans l'incertitude continuelle depuis l'annonce du projet. Depuis l'annonce qu'on sait, je vous dirais depuis l'automne qu'on a pas mal plus su. Les producteurs, on n'est pas contre l'innovation, on n'est pas contre le développement du Québec ou du Canada, on est pour ça. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas pour sur nos terres agricoles, qui est notre garde-manger, qui nous fait tous nourrir. On tend la main au gouvernement pour qu'ils prennent le temps de faire le train à grande vitesse, à la place de le faire à tout à l'heure, qu'ils prennent le temps de prendre le temps. Ce qui est important. Ici, c'est pas un tracé qu'on protège, c'est nos terres. C'est notre terre qui nous nourrit. Ça, jamais on va arrêter de défendre cette position-là. Puis je suis certain que tous les producteurs et productrices qui sont ici aujourd'hui ont ce même désir de protéger leur terre. Juste avant la conférence de presse, on a appris qu'à Mirabel, mardi prochain, le 24, ils vont aussi faire une manifestation. Vous allez tous être invités et dès qu'on va avoir les détails, on va vous les fournir. Je pense que tous ensemble, on va avoir encore une meilleure portée pour faire entendre notre voix, la voix de tous les agriculteurs. Puis à un moment donné, quand tout le monde va prendre conscience que leur garde-manger va être attaqué,
tout le monde, ensemble, on va s'unir. On va être tous des petits David contre un gros Goliath. Puis qui a gagné? On va gagner notre bataille. Merci. Aujourd'hui, au nom de la relève agricole, je prends la parole parce que trop souvent, on nous applaudit sans vraiment nous écouter. Et avec le projet de TGV d'Alto, c'est encore nous qu'on bouscule, qu'on mette devant le fait accompli, qu'on invite à sacrifier nos terres, nos projets et notre avenir. La relève agricole est déjà sous pression. On a l'accès aux terres quasi impossible. La pression foncière qui explose, la rentabilité fragile, l'adaptation au changement climatique, la charge mentale grandissante. Pourtant, ma génération prend le relais. Nourrir le Québec, bâtir des entreprises solides et laisser quelque chose de durable. Mais comment transmettre une ferme quand de nouveaux projets mettent en péril ce que nous tenons à bâtir? Oui, moderniser les infrastructures, mais pas au prix de nos terres et de notre avenir. Nous demandons au gouvernement de revoir la pertinence du projet et de garantir une véritable consultation avec la population. Et comme l'a mentionné Marcel, Alto a choisi de contourner la CPETAC, l'organisme qui existe justement pour protéger notre territoire agricole, limité et non renouvelable. Nous déplorons profondément cette décision. Nous exigeons qu'Alto respecte les mêmes règles que tout le monde et nous dénonçons aussi le projet de loi fédérale C5 qui accélère des projets d'infrastructure en contournant des règles environnementales et démocratiques. Le développement du Québec ne peut pas se faire contre ceux qui nous nourrissent. Il doit se faire avec nous. Je suis en compagnie d'Alexandre Champagne, qui est de la Norège, justement, avec une ferme biologique. Tu as fait un témoignage important et émouvant, je te peux dire, parce que oui, on parle de transfert, justement, de ferme, de choses. Et toi, ça vient de chercher, là, ce projet-là. Si tu te fais une partie expropriée, c'est ta valeur, là, c'est tes choses aujourd'hui, là. Exactement. On a commencé il y a 10 ans. On n'en avait pas beaucoup de terre, on commençait, puis c'est de même qu'on démarre dans la vie. On a réussi à se bâtir quelque chose pendant plusieurs années. On a amélioré nos terres. Beaucoup investi, là. On les drainer, on a investi dans tout ce qu'on pouvait, au meilleur qu'on pouvait. Puis de se faire menacer du jour au lendemain qu'on pouvait perdre ces investissements-là, à nous faire dire « on va vous donner de l'argent, puis inquiétez-vous pas, ça va... » Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est ta vie, là. Exactement. C'est ta vie, c'est ta passion, là. Exactement. On se lève le matin pour aller cultiver puis nourrir la population. Hein, c'est ça. Et l'impact qu'on ressent ici, c'est que, justement, cette incertitude-là vient apporter du stress, apporter des difficultés, là, parce que si tu veux réinvestir, puis tu as à aller voir, que ce soit les financières agricoles ou les banques, puis tout ça, bien là, avec une menace comme ça qui te plane sur la tête, bien, tu viens de perdre la valeur de l'équité, là. Exactement. Puis surtout que l'équité n'est pas facile à ramasser. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est une réalité, là. Exact. Donc, c'est sûr de se faire dire que sur qu'est-ce que tu as investi, que la valeur est coupée en deux, oui, ça va faire vraiment mal aux propriétaires de terre, surtout à la relève, qui doivent tout encore aux banques. Bien, c'est ça, oui, c'est ça, exactement. Et je vais te dire, tu ne dois pas faire d'autre chose dans la vie. Non, je ne sais pas autre faire. Je sais tout faire, mais ce que je veux faire, je veux C'est ça, mais tu veux être agricole, tu veux continuer d'avoir cette passion-là. Exact. Cette passion-là vient de ta famille, ou c'est un rêve que tu as eu jeune? Oui, on a une grande famille de producteurs et c'est sûr que quand on est jeune, on tradition. Voulait... Exactement. Okay. Bon, ben, en tout cas, félicitations. Je pense que c'est important de prendre la parole puis de nous prendre conscience de toutes ces réalités-là. Parfait, merci beaucoup. Je te remercie. Je suis en compagnie de Yves Perron, qui est député ici de Berthier-Masquinongé. Je sais que tu n'es plus porteur en agriculture, mais tu as vécu beaucoup pendant au moins 8 ans la réalité des agriculteurs. Et ça, c'est comme un coup dur, là, présentement, pour les agriculteurs. Absolument. Puis c'est pas parce qu'on n'est pas porte-parole qu'on ne l'a pas dans le cœur, l'agriculture. Ouais. Hein? Je l'ai dit au milieu que j'allais être là encore. On est encore. Puis aujourd'hui, on est 3 collègues. Ouais. J'ai Luc Thériault de Montcalm, j'ai Gabriel Sainte-Marie de Joliette qui est avec moi aussi parce que c'est un regroupement de la Nodière. Dans le fond, nous, les questions qu'on pose, c'est si la grande question, là, si ce projet-là est si bon que ça, pourquoi on a besoin de changer les lois pour le passer? Parce que ce qu'on dénonce beaucoup, c'est C15 au Parlement fédéral, où là, on retire l'application de l'Office du transport du Canada sur le TGV. On retire la possibilité de contester puis de se faire entendre devant un commissaire. On ouvre la porte à des possibilités d'expropriation par courriel. Là, on se fait dire « Ah, c'est pas vrai ce que vous dites, mais c'est écrit dans le texte. » Alors,
c'est les questions qu'on soulève. Puis je pense que ça a été bien résumé par les gens de l'Union des producteurs agricoles. Les terres agricoles sont limitées. Il faut prendre précieusement soin de ça. Puis c'est pas vrai qu'une fois que c'est construit par-dessus, on va pouvoir encore l'utiliser pour nourrir notre population. Donc, est-ce qu'on peut minimiser ces impacts-là? Et pourquoi aller si vite? Bien, Quand c'est ça, on va c'était ma vite, question. là, C'était il va ma y avoir question. des erreurs. C'est ça. C'était ma question. Est-ce que c'est l'urgence? On vient de le vivre, malheureusement, au Québec avec sa clique, que c'était Ouais. envoie, il faut le faire. Puis à un moment donné, on est devant le fait accompli, puis il faut finir. Là. Tu sais, à un moment donné, quand ça commence, il va toujours avoir, bien là, on a commencé, on continue. Là. Un TGV, il faut que ça aille vite. Mais le projet de construction n'est pas obligé d'aller vite, lui. OK. Nous, notre priorité, c'est que les droits de nos citoyens et nos producteurs agricoles ils soient respectés. OK. Puis qu'on fasse attention à notre garde-manger collectif. OK. Est-ce que tu as l'impression qu'à Ottawa, il y a des écoutes sur ça ou tout le monde est omnubilé pour te dire qu'il faut que ça fasse des infrastructures? Parce que c'est une grosse infrastructure. Là. Il Les prévoit gens beaucoup. sont omnubilés. Puis sur le principe, tu demandes ça à n'importe qui au départ, tout le monde trouve ça intéressant. un C'est des TGV. emplois, là, Nous-mêmes, ils disent- on a dit, Ouais. c'est un principe. Mais au-delà de puis c'est le développement que ça va susciter, mais au-delà de ça, pourquoi retirer des droits aux individus? Puis quand on a utilisé Mirabel pour obtenir des excuses officielles, puis pour obtenir surtout, dans la même motion, un engagement qu'il n'y ait plus de crimes épouvantables comme ça qui soient commis par le gouvernement fédéral, ce qu'on a gagné, là, parce que ça a été voté unanimement. Mais c'est pas fait encore. Les excuses ne sont pas faites encore. Non, mais la motion est votée. On a Ouais. une garantie quand même morale. Puis en bout de piste de ça, on nous dit, inquiétez-vous pas, les lois ont changé depuis ce temps-là, mais on est en train d'échanger à côté. Tu sais. Ça fonctionne pas, là. Fait qu'à un moment donné, on veut pas se faire bourrer. C'est ça. On veut pas se faire bourrer, puis on s'oppose à ces changements-là. On travaille dans le comité présentement pour amender le projet de loi de C15. OK. Les conservateurs et les libéraux sont d'accord. Donc, ça va être difficile à bloquer, mais on fait tout ce qu'on peut pour enlever ces retraits de droits citoyens de cette loi-là. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais. Bon, ben, je te remercie, Yves. Merci C'est un beaucoup. dossier à suivre. Merci. Avec attention, avec Merci. attention. Bye-bye. Merci, bye-bye. Je suis en compagnie de Philippe Archambault, qui est le vice-président communication pour Alto. Alto, qu'est-ce que c'est? C'est un train. Hein? C'est le train à grande vitesse il y a un projet entre Québec et Toronto. C'est Oui. bien ça? C'est un projet fédéral de construire un train à grande vitesse entre la ville de Québec jusqu'à Toronto. Donc, c'est un tracé d'à peu près 1000 km. C'est un projet ambitieux, un projet pour lequel on est en phase de développement en ce moment. Donc, pour les 4 prochaines années, de cette année jusqu'à 2029, 2030. D'où l'importance de la consultation aujourd'hui qu'on a voulu faire en début de processus. Donc, on n'a pas encore toutes les réponses. On a une zone d'étude d'une dizaine de kilomètres. On voulait aller à la rencontre des gens partout sur le territoire pour entendre les commentaires, les suggestions, les critiques, les commentaires également, prendre tout ça en compte avant que toutes les décisions soient prises. Donc, on veut vraiment prendre le temps de bien faire les choses en début du processus avant d'arriver un peu plus tard cette année avec là un tracé beaucoup plus précis, puis à terme, c'est une emprise de 60 mètres de large qu'on va avoir besoin pour construire le train. Je vais vous revenir avec la prémisse. La prémisse, c'est qu'on est mal desservi en termes de transport en commun. C'est Ouais. quoi la prémisse qui apporte le fait de dire qu'on a besoin d'un TGV? Oui. En fait, on voit la croissance du Canada, surtout dans le corridor entre Québec et Toronto. 40 de la population, même 44 de la population habite dans ce corridor-là au Canada. C'est le plus densément peuplé. Et on voit une saturation des infrastructures de transport en ce moment. OK. Donc, les autoroutes, les avions. Au niveau du train également, pour passagers, il y a une limitation en ce moment parce que les rails sont la propriété et les trains de marchandises ont la propriété pour le passage. La priorité. La priorité en ce moment, effectivement. Merci. Donc, il y a un besoin d'investir dans des infrastructures de transport dans les prochaines années. Donc, la question à savoir, c'est pas est-ce que le gouvernement et la population vont devoir investir dans des infrastructures, mais dans lesquelles? Est-ce qu'on va investir dans des autoroutes additionnelles, dans des aéroports additionnels ou dans un train pour les passagers qui est sur des rails dédiés, donc plus fréquents, plus rapide et également plus propre avec une énergie propre. OK, on parlait plus efficace aussi. On pourrait ajouter le mot efficacité. Là. Efficace. Donc, c'est un train qui va être rapide, fiable et fréquent, effectivement, avec des voies dédiées, donc beaucoup moins de délais qui sont occasionnés par les trains de marchandises qui partagent en ce moment les mêmes rails. Et également des départs plus fréquents pour les gens qui vont pouvoir, à ce moment-là, de se déplacer d'une ville à l'autre pour des rencontres d'affaires, pour aller rencontrer la famille, pour différentes raisons. Ça va augmenter la productivité au Canada. Ça va également augmenter les opportunités pour le tourisme. Mais là, présentement, on est à l'étape de projet.
Là, il n'y a rien vraiment. On voit des images, mais ça ne veut pas dire que le train va ressembler à ça. Il n'y a rien qui a été présentement. Vous êtes seulement à l'étape de dire est-ce que le projet, qu'est-ce qu'on le présente à la population, puis qu'est-ce qu'elle veut. Dans le fond, je ne dirais pas qu'est-ce qu'elle veut, mais qu'est-ce qui va le satisfaire, autant vous que la population, que les parties intervenantes. Là. Absolument. On a certains critères de base. On sait déjà qu'il va y avoir 7 arrêts pour le projet. Donc, OK. Toronto, Ottawa, Peterborough en Ontario. Et au Québec, c'est Montréal, Laval, Trois-Rivières et Québec. OK. Ensuite, on a une zone d'étude d'une dizaine de kilomètres de large. Et dans cette zone d'étude-là, d'où l'importance des consultations, on veut trouver le meilleur trajet. Donc, pour ça, il faut parler aux gens qui sont sur le terrain, qui connaissent le milieu. On est en communication avec les élus au niveau provincial, au niveau municipal également, avec les organisations, dont l'UPA, pour avoir les discussions, avoir la collaboration pour trouver le meilleur tracé possible et limiter les impacts surtout. OK. Limiter les impacts, ça veut dire autant que possible, on va vouloir suivre les infrastructures existantes, comme les autoroutes, les voies ferrées, les lignes d'Hydro-Québec, si possible également. Évidemment, la conception pour un train à grande vitesse demande des lignes droites ou des courbes qui sont beaucoup moins prononcées que des autoroutes, par exemple. Donc, c'est certain que si on veut suivre une autoroute, on ne pourra pas le faire parfaitement en tout temps. Ensuite, on va vouloir suivre les lots autant que possible, pour limiter encore une fois les impacts, limiter de couper des terres à différents endroits. Donc, un peu plus tard cette année, on va avoir à ce moment-là une zone d'étude beaucoup plus précise, un corridor beaucoup plus précis, et on va revenir en consultation à l'automne pour avoir plus de précision et recommencer cet exercice-là avec la population et avec les élus, qui est absolument essentiel. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui est présenté? C'est une première ébauche de comment vous voyez le train, comment il va évoluer, comment il va s'implanter. Vous écoutez les gens et vous allez travailler sur vos planches à dessin et vous prévoyez revenir, c'est ça? Il reste beaucoup de travail en 2026. Pour nous, 2026, c'est une année de consultation et d'analyse pour revenir plus tard avec un tracé plus précis et une nouvelle consultation. Les gens peuvent venir nous rencontrer à différents événements. L'information est disponible également en ligne. On a une carte interactive en ligne avec la zone qui est à l'étude. Les gens peuvent aller prendre le temps de la consulter, mettre leurs commentaires, suggestions, endroits qu'ils considèrent qu'on devrait privilégier, endroits auxquels on doit faire attention. Et ici, on a des experts, une trentaine d'experts qui sont dans la salle aujourd'hui pour répondre aux questions. On est ici pendant 8 heures, donc les gens peuvent rester aussi longtemps qu'ils le souhaitent pour interagir avec nos experts. C'est ça, parce que là, on spécifie que vous êtes là de 11h à 3h et ce soir, vous êtes encore là de 5h à 9h. Donc, on peut dire qu'on invite les gens à venir rencontrer les gens ce soir aussi jusqu'à 9h. Là. Absolument. Puis on a des sessions de consultation également virtuelles. Donc, si les gens ne peuvent pas se déplacer aujourd'hui, il y a d'autres sessions qui sont prévues en ligne. Et on a aussi la carte interactive pour que les gens puissent la consulter en tout temps et nous faire parvenir leurs commentaires jusqu'à la fin mars. OK. Donc, on parle premièrement de l'étape de consultation. Vous retournez sur votre planche à dessin. Une deuxième consultation. C'est quoi les étapes à venir? À quoi qu'on s'attend? Donc, prochaine consultation fin de cette année avec un tracé beaucoup plus précis. Cette année, en 2026, on va également poursuivre des études sur le terrain. Donc, on va aller à différents endroits. C'est un processus qui avait débuté depuis quelques années, parce que ça fait quand même quelques années qu'on parle de ce projet-là. Donc, quelques études sur le terrain pour faire vraiment le début de l'analyse des impacts environnementaux. Okay. 2027-2028, on va être dans la planification plus avancée, dans les autorisations, le processus réglementaire, l'Agence d'études environnementales également. 2029-2030, on devrait être dans la préconstruction. Donc, le premier segment, si tout va bien, la construction va débuter en 2029-2030. Et on parle d'une construction, j'ai compris, entre Montréal et Ottawa. C'est ça que j'ai cru comprendre dans les études que j'ai faites? Là? Absolument. 2029, c'est le début du premier segment, Montréal à Ottawa avec un arrêt à Laval. On a choisi ce segment-là parce que c'est le plus court sur l'ensemble du réseau, le moins compliqué, je dirais pas le plus simple, mais le moins compliqué. Et c'est aussi un tracé un tronçon qui va permettre de mobiliser les équipes tant au Québec qu'en Ontario en même temps. Donc, ce premier tronçon-là va nous permettre d'apprendre, d'améliorer les processus et d'ensuite de déployer les équipes vers l'est et vers l'ouest pour poursuivre le tracé à ce moment-là vers Québec et vers Toronto. Je vous pose une question plate. On regarde des déboires, entre guillemets, du REM. Je vais dire, il faut quand même le dire comme ça parce qu'il y a beaucoup de défis à cause de la température, à cause des impacts climatiques qu'on a ici. Est-ce que votre volonté est vraiment d'offrir un bon produit dans le sens de favoriser justement des produits canadiens, québécois, de favoriser l'achat local pour ce projet-là? Oui, absolument. Bien, premièrement, au niveau de la fiabilité du processus, un train à grande vitesse, ça existe ailleurs dans le monde, dans des conditions similaires aux nôtres. Okay. Au Canada, on a aussi des moins 30, plus 30, une grande variation de la température l'été et l'hiver. C'est la même chose dans d'autres pays qui l'ont connu, comme dans les pays nordiques en Europe, également au Japon, en Chine,
Donc, il y a d'autres pays qui ont développé des trains à grande vitesse dans des conditions similaires. Donc, on va s'inspirer des meilleures pratiques. On va vouloir être innovant dans notre processus, dans notre manière de faire les choses. Mais au niveau de la technologie, on va se fier à ce qui existe déjà ailleurs dans le monde. Okay. On travaille aussi avec un partenaire privé qui est Cadence. Cadence, c'est un regroupement de 6 entreprises de haut calibre international, dont au Québec, Atkins, La Caisse et SNCF Voyageurs en France. SNCF Voyageurs, c'est eux qui ont créé et qui opèrent encore aujourd'hui le train à grande vitesse en France. Donc, ils ont une expertise très importante et on va beaucoup s'inspirer de ça pour s'assurer qu'ici, on a un service qui est fiable, qui fonctionne bien, qui est accessible. Également, on va vouloir que les tarifs soient abordables pour la plus grande majorité de la population. Mais la question est de savoir, est-ce qu'on a assez d'expertise ici au Canada pour pouvoir le produire sans avoir nécessairement à aller chercher de l'étranger? On est rendu peut-être au Bail Canada. Là, oui. On a quand même ce défi-là, je pense. Là. Bien, au niveau de la construction, on parle de 50 000 emplois qui vont être créés pendant la phase de construction. Donc ça, c'est des emplois ici au Québec et en Ontario. On va avoir besoin d'expertise professionnelle, mais d'expertise également au niveau de la construction. Au niveau des matériaux, beaucoup de béton, d'acier, d'aluminium, donc beaucoup de matériaux qui vont être sourcés ici au Québec et en Ontario. Il va y avoir des retombées économiques, ça c'est certain, pour l'industrie ici au Québec. En terminant, est-ce qu'on peut parler de ce projet-là comme on a eu les projets des grands barrages, tu sais, qu'on a eu au Québec, que ça a créé une expertise justement, puis on est très fort en hydroélectricité. Est-ce que ça nous donnerait une belle expertise au Canada pour ça? Absolument. Ça va permettre de développer une nouvelle expertise au Canada, des emplois plus nichés, donc au niveau de l'ingénierie, au niveau de tous les travaux qui vont être nécessaires entourant l'expertise pour développer et opérer le processus de train à grande vitesse. Ça va créer une expertise intéressante. On a débuté des conversations avec les universités, avec les écoles également, pour s'assurer que dans 5, 10, 15 ans, nos enfants qui sont à l'école, au primaire, au secondaire, vont s'intéresser à ce milieu-là puis vont être disponibles pour développer le train avec nous. Donc, on rappelle que vous invitez les gens à venir ici, à Berthierville, au centre communautaire, jusqu'à 9 h ce soir. Oui. Il y a une petite pause entre 3 h et 5 h. C'est ça, oui, j'ai compris? Jusqu'à 15 h cet après-midi. On rouvre à 17 h jusqu'à 21 h. Notre plateforme de consultation en ligne est disponible jusqu'au 27 mars, donc à altotrain.ca. Et on a également des sessions d'information virtuelles qui sont affichées sur notre site web, qui se poursuivent en février et en mars. La semaine prochaine, on va être à Mirabel le 24. On va être à Cap-Santé également. Puis il y a Gatineau qui s'en vient également début mars. Bon, bien d'accord, je vous remercie. Merci à vous. Carrefour Émilie de Lanoret, subvention annuelle. Proposer, appuyé, résolu d'autoriser, ou plutôt d'accorder, une subvention annuelle de 4 200 $ au Carrefour Émilie de Lanoret pour l'année 2026. Ça, je pense que la résolution parle par elle-même. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par M. François Beaujolais. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. Marco Boudreau. À ma gauche, c'est en faveur. À ma droite, c'est unanime. Biens-fonds non imposables de la municipalité. Considérant que les immeubles suivants sont considérés comme des biens-fonds non imposables de la municipalité. Le 328 rue Notre-Dame, soit le Club de l'Art Georges de Lanoret. Le 42 rue Louis-Joseph Doucet, soit Action Famille Lanoret. Considérant qu'une taxe générale au taux de 39,6 sous du 100 d'évaluation devrait être prélevée sur tous les biens-fonds non imposables de la municipalité, le tout conforme aux dispositions prévues à la loi sur la fiscalité municipale. En conséquence, proposé, appuyé et résolu que le préambule fait partie intégrante de la résolution, que les immeubles mentionnés au préambule ne soient pas assujettis à la taxe générale établie lors de l'adoption du budget 2026 en fonction des biens-fonds non imposables pour l'exercice financier courant. En clair, on ne changera pas de taxe municipale. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par M. Marco Boudreau, appuyé par M. François Beaujolais. À ma gauche, c'est en faveur. À ma droite, c'est unanime. 8.1, programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec, ce qu'on appelle communément l'acronyme la TEC, c'est la taxe sur l'essence Canada-Québec. 2024-2028. Considérant que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec, soit la TEC, pour les années 2024-2028, considérant que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide, qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. En conséquence, proposé, appuyé et résolu, que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, aux fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, aux exigences, aux pertes, aux dommages et aux coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, de décès de celle-ci, des dommages causés
à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2024-2028. Que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux ci-jointes et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales de l'Habitation. Que la municipalité s'engage à déposer annuellement une mise à jour de sa programmation des travaux durant la période du 1er octobre au 15 février inclusivement. Que la municipalité s'engage à réaliser les investissements autonomes qui lui sont imposés pour l'ensemble des 5 années du programme. Que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation des travaux approuvée par la présente résolution. La TEC, M. le directeur général, 1,7 million. Si on a la bonification du 10 incluant la bonification 1 825 000. 1 825 000. Donc, voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. Marco Boudreau, à ma gauche, et son faveur. À ma droite. C'est unanime. Piscine, 10.3. Mandat pour travaux d'ouverture et de fermeture. Proposé à Pierre Isoï de retenir l'offre de service de la firme Aquatechno Spécialité Aquatique Inc. au montant de 9 840 taxes en su pour l'ouverture et la fermeture de la piscine incluant la pataugeoire pour la saison estivale 2026. Ça aussi, c'est récurrent à tous les ans, donc on donne ce genre de contrat-là. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. Marco Boudreau, à ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite, c'est unanime. 11.1. Est-ce qu'on avait corrigé, parce que... Oui, proposé à Pierre Isoï de retenir les services de la firme. J'ai pas la bonne, c'est ça? Ah, mais pas en faire lecture, vous savez. Ah, je savais que j'avais pas la bonne. Ah, oui, j'avais la bonne. Elle est juste en dessous. Désolé, je n'avais pas enlevé la vieille. Donc voilà, mandat évaluateur proposé à Pierre Isoï d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à retenir les services d'un évaluateur agréé pour établir les valeurs conformément aux articles 3.2.0.1.6 et 7.0.1.6 des règlements de lotissement 270-90 et 106-92. Ça va? Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Marie-Ève Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette, à ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. 11.3, Comité consultatif d'urbanisme, nomination. Considérant que le Conseil municipal a fait publier un avis d'appel de candidature pour le Comité consultatif d'urbanisme, considérant que 7 personnes ont manifesté leur intérêt pour siéger sur ce comité et que 6 d'entre elles ont pu être rencontrées, considérant que l'ensemble de ces personnes ont pu être rencontrées par M. André Villeneuve, maire, et M. Marco Boudreau, conseiller, en conséquence, proposé, appuyé, résolu, de mandater les personnes suivantes à siéger sur le comité consultatif d'urbanisme de Lanoraie, et ce pour une période de 2 ans à compter de ce jour. Les personnes qui ont été retenues sont M. Patrick Boisjoli et Mme Florence Laroche. Et sur ça, je vais prendre mon souffle. Je vais laisser la parole à M. le conseiller, M. Boudreau. Merci, M. le maire. J'en avais en réserve. Oui, merci. Alors, c'est juste à souligner, j'ai fait un constat qui avait un lien commun avec toutes les personnes qui se sont présentées. Ce que j'ai trouvé ça beau, c'est le désir de s'impliquer à Lanoraie. Puis le choix n'a pas été facile à faire, ça je dois l'avouer. Il y avait des belles candidatures, puis j'invite les personnes non retenues à regarder les autres comités pour donner un coup d'épaule à la roue, là. Donc, voilà. Merci. Puis, en principe, d'ici la fin de la semaine, les gens qui n'ont pas été retenus, et les gens qui ont été retenus, bien sûr, vont être contactés par notre service d'urbanisme pour, finalement, leur annoncer la nouvelle. C'est une question de bienséance, je vous dirais. Donc, on va les contacter, là, d'ici la fin de la semaine. Si pour toutes sortes de raisons, on ne réussit pas à les contacter d'ici la fin de la semaine, ça ira en début de semaine prochaine, mais il faut les rappeler pour faire un peu ce que M. Boudreau vient de faire, là. Les remercier pour avoir accepté de participer à ce concours, qui est très populaire, soit dit en passant. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Marco Boudreau. Est-ce que j'ai un appuyeur?
appuyé par Mme Céline Robillard. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite, c'est unanime. Demande particulière à la Commission de protection du territoire agricole de 4 millions. 4 164 242, 4 164 249, 4 164 251, 4 164 253, 4 164 257, 4 164 258, 4 164 259. Considérant que les propriétaires des lots ont déposé une demande à la Commission de la protection du territoire agricole afin que soit autorisé du remblai sur une superficie de 46,9 hectares pour une durée de 12 ans. Considérant que l'avis du fonctionnaire autorisé est à l'effet que le projet contrevient à l'article 7.4.10 du règlement de zonage, en ce que les matériaux utilisés pour effectuer le remblai pourraient être susceptibles de polluer un lac, un cours d'eau voisin, de même que la ou les nappes phréatiques souterraines. Considérant que la municipalité peut adopter un tel règlement de zonage et des normes visant à régir ou restreindre tous travaux de remblai conformément à l'article 113. On parle du 12e alinéa. Paragraphe 12. Paragraphe 12. Paragraphe 12 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant qu'il y a présence d'un plan d'eau sur le site en plus de la nappe phréatique. Considérant qu'il est requis de préserver un sol de qualité pour maintenir au maximum les conditions favorables au développement de l'agriculture de la zone ainsi que la qualité de l'eau du secteur. Considérant que la demande ne définit pas explicitement les matériaux qui serviront au remblai et ne prévoit pas suffisamment de garanties, de vérification, de surveillance, de contrôle fréquent de la qualité des matériaux, ni d'analyse de la qualité de l'eau. Considérant que la demande précise que le remblai servira à combler une excavation et à stabiliser les talus afin de pouvoir poursuivre l'exploitation de la sablière, dont la fin de l'exploitation de la sablière est prévue pour 2030. Considérant que le Conseil municipal se questionne sur l'application des articles 42 et suivants du règlement sur les carrières et sablières, qui s'appliquent restrictivement lors de réménagement et la restauration d'une carrière ou d'une sablière, ce qui n'est pas le cas puisque la demande précise la continuité des activités d'exploitation de la sablière. Considérant que le règlement de zonage municipal exige une qualité de matériaux de remblai exempt de polluants ou de contaminants, soit de haute qualité. Considérant que la municipalité doit obtenir des garanties, rapports, contrôle des matériaux et surveillance, donc par un agronome, afin de voir au respect de sa réglementation municipale. Considérant que la demande d'autorisation est pour une longue période, considérant que du remblai doit généralement être réalisé de manière conservatrice, soit le plus mince possible, en vue de limiter l'introduction de matériaux inappropriés, ce qui n'est pas le cas avec le nombre d'hectares annoncé. Considérant que la municipalité ne recommande pas à la Commission d'accorder la demande telle qu'actuellement formulée. Qu'advenant où la Commission accorderait la dite autorisation, la municipalité souhaite qu'elle le soit pour une période plus courte, renouvelable au besoin, pour une superficie plus conservatrice, avec des garanties monétaires, des rapports mensuels, incluant la surveillance d'un agronome, des certificats d'analyse à tous les dépôts de remblai à l'effet que le sol est contrôlé et certifié de qualité, notamment que le sol soit fortement terreux, non contaminé et inerte, qu'il y ait production de rapports mensuels de ces certificats d'analyse et d'échantillonnage en contrôle des matériaux ainsi qu'un rapport annuel agronomique attestant de la nature des sols mis en place, que tous ces rapports, échantillonnage et autres mesures soient aux frais du propriétaire et que copie des dits rapports mensuels et annuels soient transmis à la municipalité afin qu'elle puisse assurer le respect de sa réglementation. En conséquence, proposer à pied résolu de recommander à la Commission de la protection du territoire agricole de refuser la demande visant à du remblai sur ces sites tels qu'actuellement formulés. En fait, on parle ici anciennement la sablière Catalonia, maintenant qui s'appelle la sablière des Grands. Je pense que la résolution parle d'elle-même. Il faut bien commenter quoi que ce soit à ce niveau-là. Est-ce que j'ai un proposé par M. Marco Boudreau? Est-ce que j'ai un appuyant? J'appuie. Appuyé par Mme Céline Robillard, à ma gauche, M. Fanfare, à ma droite. C'est unanime. Embauche, directeur général adjoint et greffier adjoint. Considérant que les articles 184 et 212.3 du Code municipal du Québec indiquent qu'une municipalité peut nommer un greffier adjoint et un directeur général adjoint. Considérant qu'il est opportun de nommer un directeur général adjoint et greffier adjoint, lequel peut exercer tous les devoirs de la charge du directeur général et greffier trésorier avec les mêmes droits, pouvoirs et privilèges. Considérant les candidatures reçues pour la fonction de directeur général adjoint et greffier adjoint
et les recommandations du comité de sélection quant à l'embauche. En conséquence, appuyé et résolu que le conseil municipal embauche M. Mathieu Robillard au poste de directeur général adjoint et greffier adjoint. D'autoriser la maire à signer pour et au nom de la municipalité le contrat de travail tel que présenté au conseil municipal. J'en profite pour saluer l'actuelle, toujours actuelle, directrice adjointe et greffière adjointe, Mme Beauparlant. 37 ans de service. Alors, elle prend sa retraite incessamment, d'ici une semaine, d'ici la fin du mois. Alors, salutations, merci d'avoir travaillé pour la municipalité, je vais dire, pas juste de Lanoraie, mais de Lanoraie-Dautré et Saint-Joseph-de-Lanoraie durant 37 années. Il faut le faire. Travailler avec des élus, c'est pas toujours évident, pas toujours facile. Alors, bravo, félicitations et on vous souhaite une belle retraite et longue retraite, Mme Beauparlant. Maintenant, il est temps de... Oui? Il y avait peut-être juste un petit ajout, un petit mot on serait les deux à signer le contrat, dans le fond. Ça serait le président de la maire, le directeur général et greffier, oui, voilà. Donc, M. Maheu, pour le nommer, signer le contrat de travail tel que présenté au conseil municipal. Est-ce que je le propose? Je le propose. Proposé par Mme Lynne Claveau. Est-ce que je l'appuie? J'appuie. Appuyé par Mme Mondor, à ma gauche, ceux qui sont en face. D'accord. À ma droite. D'accord. Alors, c'est unanime. 6.7, plantation d'arbres, programme d'aide financière. Proposé, appuyé et résolu. De reconduire le programme d'aide financière pour favoriser la plantation d'arbres sur le territoire de la municipalité de Lanoraie et d'autoriser un budget de 2 000 $ pour le fonctionnement du dit programme. Que le programme prévoit l'assujettissement des aides financières au respect des conditions suivantes. La demande de remboursement doit être présentée par le propriétaire de l'immeuble. La demande de remboursement doit être présentée par une personne physique. Donc, une personne morale, une entreprise n'a pas accès au programme. Une seule demande de remboursement peut être présentée par immeuble annuellement. L'arbre doit être planté sur le territoire de la municipalité de Lanoraie. La plantation doit avoir été effectuée entre le 1er avril et le 30 novembre de l'année. La demande d'aide financière doit être soumise au plus tard le 31 décembre de l'année où la plantation a été effectuée. Un maximum de 50 % des frais admissibles peut être remboursé par la municipalité. J'avais de manquer de voix, moi, là. Où la plantation a été effectuée. Un maximum de 50 % des frais admissibles peut être remboursé par la municipalité et ça jusqu'à concurrence de 100 $ par arbre avec un maximum de 2 arbres par immeuble. Aucun remboursement ne pourra être émis sans présentation de pièces justificatives, c'est-à-dire une facture du marchand et une photo de l'arbre planté, là où les arbres plantés doivent être en conformité avec la réglementation en vigueur. Bon, j'essaie de retrouver ma voix. Ça pour vous dire qu'on a adopté une politique de l'arbre et les citoyens qui y siègent, ils sont 7 citoyens qui y siègent. Le programme a été lancé l'année passée. Peut-être on aurait pu le publiciser davantage. Il l'a été, mais peut-être qu'on aurait pu faire davantage. Mais là, je le fais ce soir. Là. Sortez vos pelles. Le printemps s'en vient bientôt. Et on veut que vous plantiez des arbres sur votre propriété. C'est ouvert à tous au niveau du territoire, évidemment, selon les conditions qui sont là. Alors, c'est un beau programme, c'est un beau projet. On espère que vous souscrirez davantage parce que l'année passée, ça n'a pas été tellement utilisé. Là. En fait, pour vous donner les chiffres, je pense que sur un budget de 2000, il y a eu 250 $ qui ont été demandés. Alors, allez-y, plus il y aura d'arbres, puis je pense que mieux on se sentira... On a quand même une municipalité qui a beaucoup d'arbres, mais il y a des endroits où il y en a vraiment besoin. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? 7.1, schéma de couverture de risque, programme d'entretien des poteaux incendies. Il faut comprendre poteaux, bornes d'incendie. Mais bon, ils veulent qu'on appelle ça des poteaux. Alors, allons-y pour poteaux. Considérant que le Conseil de la MRC de Dautré a adopté le schéma de couverture de risque en incendie 2434 le 24 septembre 2024, considérant que le schéma de couverture de risque 2024-2034 prévoit un plan de mise en œuvre dont quelques actions relèvent de l'autorité de la municipalité de Lanoraie, notamment celle prévoyant un mécanisme de contrôle et d'entretien du réseau d'aqueduc et des points d'eau. En conséquence, proposé à pied résolu que la municipalité de Lanoraie confirme avoir procédé à l'entretien des poteaux incendies et des points d'alimentation en eau en 2025, conformément aux exigences du schéma de couverture de risque en incendie 2024-2034 de la MRC de Dautré. Alors, toutes les municipalités de la MRC de Dautré, soit 15 municipalités, devront tous voter une telle résolution.
pour pouvoir envoyer au gouvernement et lui dire que nos points d'eau ont été, les bornes et les points d'eau ont été vérifiés, que tout est fonctionnel. Bonjour Martin, tu es natif de Joliette. Absolument. Je suis né à Joliette. Je suis resté là jusqu'à l'année de mon cégep. Faites une formation en marketing. Oui. Tu sors on sort en 82, justement, oui. de l'université avec un bac et tout. On avait justement un environnement spécial. La job, il n'y en avait pas, là. On a vécu des choses difficiles. C'était tout un apprentissage quand tu as commencé. Bien, en fait, ce qui m'a aidé, je parle souvent et je vais parler souvent de passion, mais ce qui m'a aidé, c'est la passion que j'avais de devenir publicitaire à ce moment-là. Et à ce moment-là, j'avais bien compris qu'il fallait que je parle anglais aussi. OK. Et donc, j'ai pris le sacrifice de partir pour Toronto à ce moment-là pour apprendre mon anglais. Fait que j'ai été à Toronto pendant 1 an. Je me suis trouvé un emploi à l'Auto-Ontario en marketing comme stagiaire. Puis j'ai été là pendant 1 an. Puis après ça, j'ai commencé à envoyer mon CV dans les agences de publicité du Québec. Et c'est là que Cossette m'a recruté. Et c'est là que j'ai commencé ma carrière en pub comme tel. Là, tu rentres chez Cossette, qui est aujourd'hui une grosse compagnie, oui. même si c'est rendu international, mondial. Absolument. C'est rendu... Donc, tu embarques dans une équipe, comme on vient de dire, oui. il y a de la performance. Là, tu veux faire de la publicité, tu veux produire de la publicité. Il faut que tu sois créatif. Il faut que tu sois créatif. Moi, de mon côté, dans le monde de la publicité, il y a à peu près 3 grands rôles. Il y a le rôle du service clientèle, il y a le rôle de la création, puis il y a le rôle des médias. C'est plus complexe aujourd'hui, mais dans ce temps-là, c'était comme ça. Puis moi, je me suis rapidement installé, oui, du côté service clientèle, donc gérer des clients, mais surtout être un stratège. Donc, parce que dans les agences de pub, il y a ce qu'on appelle les stratèges qui aident aux idées à réfléchir, etc. Puis à travers ces années-là, tu parles de Cossette qui est maintenant, et on doit en être fier d'une certaine façon, c'est le Québec. C'est la force de l'entrepreneurship au Québec. Et quand moi, je suis arrivé en 83, Cossette était à peu près 32-33 personnes. Puis quand j'ai quitté en 2000, je pense que Cossette était autour de 600 personnes. Donc, ce qui m'a permis, moi, comme leader d'affaires, de connaître une entreprise de 32-33 personnes avec, évidemment, une dynamique de gestion artisanale et passer à une petite, moyenne, grande entreprise. Parce que quand j'ai quitté Cossette en 2000, j'étais co-directeur général de l'agence à Montréal. Puis ça a été... Pour moi, ces 18 années-là, ça a été des années extraordinaires, tant sur le plan, je dirais, de mon expérience comme communicateur, comme stratège, mais aussi, je dirais même, encore plus sur le plan humain, parce que c'est là où je te dirais que j'ai vraiment commencé à sentir à quel point, pour moi, ce qui était le plus fondamental, c'était les liens humains. C'était le plaisir de trouver des façons de travailler ensemble pour relever des défis. Tam Tam, c'était plus petit. Là. Oui, mais c'était plus familial. Là. Je dirais pas le mot familial parce que Tam Tam, c'est Tam Tam TBWA. TBWA, c'est un des plus grands réseaux publicité au monde. Il y a 15 000 employés qui travaillent pour TBWA dans à peu près 200 pays. Okay. Donc, les actionnaires de Tam Tam, c'était 51 québécois et 49 américain. OK. Mais à partir de là, donc en 2007, quand je suis arrivé, c'était une quinzaine de personnes. On avait un chiffre d'affaires d'à peu près 1,7 million. C'est petit dans le... Oui, c'était vraiment c'est petit dans le marketing. Oui. En fait, ce qui a été spectaculaire pour moi, c'est de passer, mettons, de co-directeur général chez Cossette avec 200, 300, 400 personnes. 4 adjoints, puis... C'est ça. Et à Tam Tam, et là, on était 15 au complet. Donc, je suis passé d'un président avec beaucoup de monde autour de moi à président avec quelques partenaires complices. Mais ça a été une aventure extraordinaire. Et quand j'ai quitté, on était une 50aine de personnes. Puis c'était une agence avec une belle croissance aussi. C'était quoi ta plus belle réalisation, justement, chez Tam Tam? Chez Tam Tam, ma plus belle réalisation, en fait, j'avais dit que mon rêve, moi, chez Tam Tam, c'était j'avais la conviction profonde qu'on pouvait être une agence bienveillante. OK. Que la bienveillance soit véritablement le moteur de cette organisation-là, tant auprès des dynamiques avec leurs employés, leurs fournisseurs, collaborateurs, que leurs clients. Oui, c'est ça. Et dans cette perspective-là, de façon très concrète, j'avais convaincu les actionnaires que moi, à travers le portfolio de clients, on avait des gros clients. J'avais Apple à Montréal, j'avais Nissan, par exemple, et d'autres, mais j'avais convaincu à ce moment-là les actionnaires que je voulais me bâtir un portfolio de fondations. Okay. Donc, à partir de là, on a travaillé pour des fondations
pas bénévolement, mais dans des situations, je te dirais, de ce que j'ai appelé dans ce temps-là, des ententes bienveillantes, réciproques. OK. Autrement dit, comme par exemple, on avait travaillé pour la Fondation Sainte-Justine, Oui. qui génère à peu près 25 millions de dons par année, qui a une Ouais. infrastructure importante. Bien, à ce moment-là, quand on a fait une campagne, bien, il y avait des honoraires au niveau de la capacité de payer de la Fondation. Oui, je comprends. Alors qu'on a fait aussi le camp, on a fait la Grande Guinée des médias. Et ce qui a été intéressant à l'intérieur de ça, c'est que chaque relation avec une fondation, oui, partait avec un lien de bienveillance, Oui. mais c'était pour véritablement grandir ensemble puis de croire qu'une marque authentique Oui, oui, je comprends. peut attirer. Est-ce que ça peut avoir amené, je pose la question, comme tu dis, à choisir tes clients, de Oui, te créer une liste dans la absolument. fondation et de dire à un client qui se présente, qui veut vous avoir, non. Écoute, Daniel, je n'aimerais pas de client, Non. mais ma plus grande fierté de toute ma carrière, ça s'est passé aux alentours de 2010. C'était un client très important pour Tam Tam. Il générait près de 1,5 million d'honoraires par année. Et ce client-là avait fait pleurer 5 de mes employés. Oh mon Dieu. En 1 an. Et au bout de la 5e personne, qui était vraiment mon bras droit, qui avait réussi à faire pleurer, je trouvais ça inacceptable. Et là, je lui ai proposé que moi, je devienne le directeur de son compte, parce que c'était la dernière tentative que je n'avais pas avec lui. Et il n'a pas du tout démontré de la bienveillance, ni envers moi, ni envers mon équipe, ni envers ses propres employés. Et avec les actionnaires, ils ont accepté ma recommandation. J'ai appelé cet homme-là un jour et je lui ai dit, c'est fini, c'est terminé, je vous congédie comme client. Et c'est là qu'il est parti à rire en disant, non, je paye tes factures, tu gagnes de l'argent. J'ai dit, non, c'est terminé. Il n'y a pas juste l'argent dans la vie. Et tout de suite après le téléphone, j'ai fermé le téléphone, j'ai réuni tous mes employés dans la salle. Je leur ai dit, écoutez, c'est fondamental, il y a une valeur dans ma vie qui est fondamentale, c'est la bienveillance réciproque. Puis cette bienveillance-là, ça commence par la dignité humaine, le respect humain, puis la capacité de collaboration. Et dans cette perspective-là, ce client-là ne travaille plus pour nous depuis aujourd'hui, mais ça veut aussi dire qu'on a un trou de 500 000 d'honoraires, on se retrousse les manches. Puis on travaille. On travaille, puis on va en trouver qui sont bienveillants. Valérie, c'est une petite fille enjouée, qui aime être avec les autres, elle est chaleureuse, elle aime beaucoup apprendre. Une vache, c'est quoi en anglais? Cow. Puis en espagnol? Vaca. Oui. C'était une surprise pour nous à la naissance. J'ai eu une césarienne, donc quand je suis arrivée dans ma chambre, mon conjoint m'a dit il y a une petite chose qui est arrivée avec le bébé. Ben, premièrement, c'était tout de suite après l'accouchement. Je l'ai vu quand j'ai coupé le cordon ombilical. J'ai regardé le médecin et j'ai dit, est-ce que c'est normal? Et avec les émotions, tout ça, j'avais pas réalisé vraiment tout de suite. Puis là, au fur et à mesure que j'en prenais mes esprits, mais je réalisais que Mallory était amputée au niveau du milieu du bras. Puis ce qui a été vraiment le plus difficile, c'est qu'Annie le savait pas. Après du recul, je me suis dit, il faudrait regarder le bon côté des choses. Puis à ce moment-là, je me suis dit, elle va être capable de communiquer, de parler, de nous aimer, d'avoir des sentiments qu'on est capable de palper. C'est une amputation, oui, mais il y a plein d'autres côtés de sa personnalité qui nous montrent qu'il y a plein de belles choses. Donc, avant même que je sois sortie de l'hôpital, Mallory était déjà inscrite au programme des vainqueurs. J'ai dessiné un papillon, 7 belles fleurs. Pourquoi t'as un bras cassé? Je suis née comme ça. À force de participer au séminaire des amputés de guerre, on se sentait de plus en plus à l'aise. Donc maintenant, elle acceptait plus son amputation. Elle voyait d'autres personnes, d'autres enfants comme elle. Elle disait « Ah, oh, regarde maman, sa prothèse, si elle est belle. Regarde son vélo, il y a une emboîture comme la mienne. » Donc c'est comme encourageant pour elle de voir que d'autres enfants dans la même situation.
séminaire, j'ai vu d'autres enfants qui avaient une prothèse pour jouer au hockey, une prothèse pour jouer au golf, une prothèse pour jouer au tennis. Bien, la prothèse de golf que Mallory a d'ailleurs été défrayée par l'Association des amputés de guerre. L'idée du golf vient aussi de Mallory parce que c'est elle qui m'a proposé qu'elle voulait jouer. Puis elle était tout le temps très, très enthousiaste d'aller jouer au mini-pot. Elle adorait ça. Tu vois ici, là, entre les deux bosses que là, le trou est là, pas trop fort, OK? T'es capable. Bien, avec la nouvelle prothèse de golf à Mallory, c'est une activité supplémentaire qu'on peut faire. Ça, c'est vraiment grâce aux amputés de guerre. Oui! Passer du temps avec ma fille, moi, c'est très, très important. Puis en plus, c'est un sport que j'adore. Mallory est très persévérante. Elle va toujours vouloir continuer jusqu'à temps qu'elle réussisse. À chaque année, je vais au tournoi de golf. Puis cette année, je pourrai participer parce que j'ai ma prothèse. Grâce à ma nouvelle prothèse, maintenant, je peux jouer au golf.